Je m'appelle Olive Holdan et j'ai 39 ans. Pour le monde entier, je suis colonel. Pour ma famille, je suis une bonne à tout faire non rémunérée. Et, durant la majeure partie de ma vie d'adulte, ma famille m'a traité comme un fardeau. Planté au beau milieu du terminal international bruyant de l'aéroport de Los Angeles, LAX, mon frère Ethan m'a lancé un billet d'avion froissé sur la poitrine. Classe éco, siège du milieu, juste à côté des toilettes, serette. Essaie d'en profiter, a-t-il ricané, agitant de l'autre main les 2 billets de première classe pour lui et nos parents. Ma mère ne m'a même pas regardé. Elle a simplement poussé sa lourde valise Louis Vuitton vers moi. Prends ça, Olive. Ne l'arrête pas, et marche à quelques pas derrière nous. Ton apparence négligée ruine l'image de la famille. Ils ignoraient que, dans la poche de mon vieux sweat à capuche, ne se trouvait pas un billet d'avion, mais une carte d'identité militaire du plus haut niveau. Ils pensaient que j'allais simplement baisser la tête, et me traîner jusqu'au fond de l'avion, comme toujours. Mais ils ne savaient pas que, dans à peine 5 minutes, cet aéroport tout entier se mettrait au garde-à-vous pour me saluer, eux y compris. Dites-moi dans les commentaires depuis quel état vous écoutez ceci. Et abonnez-vous dès maintenant, si vous croyez que parfois, la meilleure vengeance n'est pas faite de mots, mais d'une démonstration de pouvoir absolu. L'air à l'intérieur de LAX a toujours la même odeur. Un mélange rance de cire pour le sol, de carburant d'avion, et de la sueur nerveuse de milliers de personnes qui essaient d'être ailleurs. Mais à cet instant précis, la seule chose que je pouvais sentir, c'était l'eau de Cologne d'Ethan. Elle était chère, agressive, et appliquée avec la subtilité d'une arme chimique. Je me tenais là, servant d'encre humaine dans cette mer de voyageurs, tandis que les 3 personnes que j'appelais ma famille se tenaient en un demi-cercle lâche, m'excluant efficacement de leur groupe. Mes épaules brûlaient. Je portais actuellement 3 grandes valises, la Samsonite rigide de mon père, la précieuse valise à roulettes Louis Vuitton de ma mère, et mon propre sac de sport cabossé. Ethan, mon petit frère adoré de 34 ans, ne portait rien d'autre que son iPhone 15 Pro. Il portait des lunettes de soleil à l'intérieur, non pas parce que le terminal était lumineux, mais parce qu'il pensait que ça lui donnait un air important. Il tapotait furieusement sur l'écran, son pouce planant au-dessus du bouton publié sur Facebook. Et c'est posté, a annoncé Ethan, arborant un sourire qui montrait trop de dents. Je nous ai identifiés à l'enregistrement du salon première classe. Il faut que mon réseau sache que les Holdan voyagent avec style. J'ai réajusté le poids des sacs, sentant les lanières s'enfoncer dans mes paumes calleuses. J'ai légèrement tendu le cou pour voir l'écran qu'il montrait à maman. C'était un selfie de 3. Ethan, maman et papa rayonnant avec leurs facettes dentaires impeccables. J'étais juste à côté d'eux quand il l'a pris, mais sur la photo, j'avais disparu. Recadré, effacé. Belle photo, ai-je lâché, la voix sèche. Ethan m'a jeté un coup d'œil par-dessus la monture de ses lunettes, ses yeux me scrutant de la tête aux pieds avec un dégoût théâtral. Ouais, eh bien, je ne pouvais pas exactement te laisser dans le cadre, n'est-ce pas, Olive? Regarde-toi. Il a fait un geste vague en direction de ma tenue. Je portais un vieux Levi's délavé qui avait connu des jours meilleurs, et un sweat à capuche grisipée, que j'avais acheté chez Target pour 20 €. Mes cheveux étaient tirés en arrière, en une queue de cheval stricte et sans fioritures. C'était pratique. C'était confortable. Et, pour Ethan, c'était un crime contre l'humanité. On dirait que tu vas chez Home Depot pour réparer des toilettes, a ricané Ethan. Ou que tu es sur le point de me demander la petite monnaie. Sérieusement, Olive, c'est embarrassant. Nous allons à Hawaï, pas dans un refuge pour sans-abri. Mon père, Frank, est intervenu. Il ajustait sa cravate en soie, vérifiant son reflet dans la vitre du tableau des départs. Laisse-la tranquille, fiston. Tu sais, ta sœur n'a jamais eu le don pour la présentation. Elle est robuste, comme un homme. Il a ri, un petit aboiement sec et méprisant. C'est une cause perdue. Je n'ai pas bronché. Je ne me suis pas défendu. Des années d'entraînement m'avaient appris la discipline. Mais, des années de vie commune avec eux, m'avaient appris quelque chose de bien plus précieux encore, le silence est un bouclier. Si je leur disais que ces mains robustes avaient désamorcé des explosifs en Syrie, ou que ce look de sans-abri me permettait de me fondre dans des foules, là où un homme en cravate de soie serait une cible, ils ne comprendraient pas. Ils demanderaient simplement pourquoi je n'étais pas mieux payé. Bouge-toi, Olive, a claqué ma mère, Margaret, en claquant des doigts près de mon visage.
La file prioritaire avance. J'ai soulevé les sacs à nouveau, me traînant derrière eux comme une mule battée. La foule était dense aujourd'hui. Un homme d'affaires pressé, distrait par sa montre, a heurté violemment l'épaule de ma mère. Elle a trébuché légèrement, bien qu'elle ne soit pas tombée. Et, faites attention, a poussé un petit cri perçant maman, agrippant ses perles. L'homme a marmonné de brèves excuses, et a disparu dans la cohue. Maman a fait volte-face, le visage tordu par la colère, ciblant la seule personne qu'elle tenait toujours pour responsable. Moi. Qu'est-ce que tu fais là, plantée comme une statue, a-t-elle sifflé, sa voix tranchant le bruit ambiant du terminal. Pourquoi tu ne l'as pas bloquée? Tu es assez corpulente. Tu l'as vu venir. J'ai 3 valises dans les mains, mère, ai-je répondu, la voix calme, ne trahissant rien de la chaleur qui montait dans ma poitrine. Des excuses, a-t-elle craché. Toujours des excuses avec toi. Tu n'es qu'une bonne à rien. Je ne sais même pas pourquoi nous avons payé ton billet. Payer mon billet. L'ironie était si épaisse que je pouvais presque y goûter. J'avais envie de rire. J'avais envie de hurler, que la seule raison pour laquelle il ne croulait pas sous les dettes de l'opération cardiaque de papa, c'était grâce à mon argent. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai baissé les yeux vers la carte d'embarquement qu'Ethan m'avait jetée un peu plus tôt. J'ai lissé les plis contre mon jean. Siège 37B, classe économique, siège du milieu, au fond de l'avion, juste à côté des toilettes. Je pouvais sentir la brûlure familière de l'humiliation, cette vieille douleur d'être la pièce de rechange dans la machine Holden. Mais alors, une autre voix a percé le bruit dans ma tête. Ce n'étaient pas les plaintes stridentes de ma mère, ni le rire moqueur d'Ethan. C'était une voix forgée dans la boue, la sueur, et l'eau glaciale. Endurcis ton esprit, ai-je pensé, récitant la philosophie selon laquelle je vivais. Ils ne savent pas qui tu es, et ils ne méritent pas de le savoir. J'ai regardé ma famille. Ma mère, époussetant ses blessures imaginaires, mon père, regardant sa montre avec impatience, mon frère, se languissant de son public virtuel invisible. Ils avaient l'air brillants. Ils avaient l'air d'avoir réussi. Mais ils étaient mous. Ils se brisaient sous la moindre pression. J'ai touché la poche de mon sweat à capuche. Je pouvais sentir le bord en plastique dur de ma caque, ma carte d'accès commune, avec sa puce dorée. Elle était lourde d'autorité. Tu viens ou pas, a lancé Ethan, déjà à 3 mètres devant moi, dans la file prioritaire. J'arrive, ai-je murmuré. J'ai regardé une dernière fois le billet économique froissé dans ma main. Ce n'était pas juste un bout de papier. C'était un symbole. C'était exactement comme cette assiette en carton dans laquelle j'avais l'habitude de manger à Thanksgiving. Le souvenir m'a frappé de plein fouet, déclenché par la vue de ce papier bon marché et fragile. Le bruit de l'aéroport s'est estompé, remplacé par le cliquetis de l'argenterie, et le courant d'air froid d'une salle à manger de Bakersfield. Le souvenir ne s'est pas contenté de m'envahir. Il m'a frappé comme un coup physique, me ramenant 2 ans en arrière. C'était fin novembre. Je venais de conduire 4 heures vers le nord, de ma base jusqu'à Bakersfield. Le trajet sur l'IE5 avait été un tourbillon de collines brunes, de semi-remorques interminables, et de ce genre d'épuisement qui s'infiltre jusque dans la moelle des os. J'étais de retour sur le sol américain depuis moins de 72 heures. Mon corps fonctionnait encore à l'heure de Kaboul, mes nerfs vibrant encore d'un déploiement qui avait mal tourné plus de fois que je ne pouvais compter. Je n'avais pas dormi une nuit complète depuis 6 mois. Je ne cherchais pas de parade. Je ne cherchais pas de médaille. Je voulais juste m'asseoir sur un canapé moelleux, manger un repas chaud qui ne sortait pas d'un sachet en plastique, et que ma mère me regarde et me dise « Je suis contente que tu sois en sécurité ». C'était le fantasme. La réalité, c'était l'allée de la famille Holden. Quand je me suis garé devant la maison, les fenêtres brillaient d'une chaude lumière ambrée. Je pouvais voir des silhouettes bouger à l'intérieur, des gens rire. Cela ressemblait à une peinture de Norman Rockwell. Cela ressemblait à un foyer. Mais quand j'ai coupé le moteur, le silence qui a suivi était lourd. Personne n'est venu à la porte. Aucune lumière ne s'est allumée sur le porche pour moi. J'ai traîné mon sac de sport le long de l'allée, le gravier crissant bruyamment sous mes bottes de combat. Des bottes que je n'avais même pas encore eu le temps de changer. J'ai tourné la poignée. Ce n'était pas verrouillé. Bonjour, ai-je lancé, en entrant dans le hall. L'odeur m'a frappé en premier, de la sauge, de la dinde rôtie,
du beurre fondu et de la cannelle. C'était le parfum d'un Thanksgiving américain parfait. Nous sommes dans la salle à manger, a flotté la voix de ma mère. Elle n'avait pas l'air ravie. On aurait dit qu'elle annonçait l'heure. Tu es en retard, Olive. Nous avons commencé sans toi. Je suis entré dans la salle à manger, et la scène devant moi a glacé mon cœur. La table principale était un chef-d'œuvre de l'art de la performance de banlieue. Maman avait sorti la belle porcelaine, celle avec le bord doré qu'elle avait acheté lors d'une vente de succession. Il y avait une nappe en soie, des verres à vin en cristal, et un centre de table fait de fleurs d'automne fraîches. Mon père, Franck, était assis à une extrémité, faisant tourner un verre de vin rouge. Ma mère était assise en face de lui. Et là, à la place d'honneur, en bout de table, trônait Ethan. Il tenait sa cour, gesticulant sauvagement avec une fourchette, le visage rouge de vin et d'importance. Alors, j'ai dit aux investisseurs, disait Ethan, sa voix tonitruante. Si vous voulez entrer dans ce projet de condo, le ticket d'entrée commence à 50 000. Sans exception. Et il me suppliait de prendre leur chèque. Il s'est arrêté en me voyant. Oh, salut Frangine. Sympa de te joindre au vivant. Salut, Ethan. Maman. Papa. Je me tenais là, mal à l'aise dans mon uniforme de corvée, me sentant comme une intruse dans la maison d'un étranger. Eh bien, ne reste pas planté là à laisser entrer l'air froid, a lancé maman, sans lever les yeux de son assiette. Assieds-toi. Je me suis avancé vers la chaise vide à côté de papa, mais maman s'est raclé la gorge bruyamment. Pas là, Olive. C'est pour mon sac à main, et les bouteilles de vin en plus. Nous ne pensions pas que tu arriverais à temps, alors nous t'avons installé là-bas. Elle a pointé un doigt manucuré vers le coin de la pièce. Là, poussée contre le mur, se trouvait une table de jeu pliante. Le genre de table avec un dessus en vinyle, que l'on utilisait pour les vœux de grenier. Elle était bancale, une patte plus courte que les autres, calée par un magazine plié. Elle était dressée avec une assiette en carton, et un gobelet rouge en plastique. Pire encore, elle était placée directement sous la fenêtre pleine de courants d'air, que papa promettait de réparer depuis 10 ans. J'avais 37 ans. J'étais lieutenant-colonel, commandant des opérations spéciales, et on m'envoyait à la table des enfants dans la maison de mes propres parents. Sérieusement, ai-je demandé, la voix n'étant qu'un murmure. Oh, arrête de faire cette tête, a rétorqué maman. C'est juste un siège. Assieds-toi et mange. Je m'y suis assise. La chaise était une chaise pliante en métal, qui était glaciale contre mes jambes. J'ai regardé la nourriture étalée sur la table principale. La carcasse de la dinde était presque entièrement nettoyée. Le bol de purée était raclé jusqu'au fond. Passez la dinde, s'il vous plaît, ai-je demandé. Ethan a attrapé le plat. Désolé, Frangine. Je crois que j'ai pris le dernier morceau de viande brune. Tu sais à quel point j'adore les cuisses. Il a souri, la graisse brillant sur son menton, et a pris une bouchée d'un pilon succulent et juteux. Il m'a passé le plat. Tout ce qui restait, c'était quelques tranches de blanc. Ça avait l'air crayeux, sec. Ça devait probablement être là depuis 1 heure. J'ai pris une tranche. C'était comme mâcher du plâtre. Quand j'ai tendu la main vers la saucière, pour ajouter un peu d'humidité, elle était vide. Maman, il reste du jus de viande? Non, Ethan a tout fini, a-t-elle répondu, en se tapotant la bouche avec une serviette en tissu, tandis que je fixais la mienne, en papier. Il a travaillé si dur sur ce projet immobilier. Il a besoin de nourrir son cerveau. C'est un travail épuisant, de convaincre les gens de vous confier leur argent. Et moi, alors, ai-je lâché, les mots m'échappant avant que je ne puisse les arrêter. Je reviens juste d'Afghanistan, maman. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours. Maman a balayé l'air de la main, d'un geste dédaigneux. Oh, s'il te plaît. Tu as l'habitude de ça. Tu manges ces. Comment ça s'appelle? Des MRE? Ces trucs dans des sacs en plastique? Ton palais est probablement ruiné, de toute façon. Tu n'apprécierais pas la nuance de cet assaisonnement. J'ai posé ma fourchette. La dinde sèche me restait en travers de la gorge, comme une pierre. Mes mains tremblaient légèrement sous la table. Un tremblement que j'avais développé après l'explosion d'un EI particulièrement violent, près de mon convoi, 3 semaines plus tôt.
tu as apporté quelque chose, a soudainement demandé maman, les yeux s'illuminant pour la première fois. Quel cadeau, de la boutique hors taxe, ou d'où que tu aies été stationné. J'ai vu ces magnifiques écharpes en pashmina dans un magazine, qui disait qu'elles venaient de cette région. Je l'ai dévisagé. J'étais dans une zone de combat, mère. Je n'ai pas fait les boutiques. La déception sur son visage a été immédiate et brutale. Oh, eh bien, c'est très prévenant de ta part. Rentrer à la maison les mains vides, après un an d'absence. Je suis rentré à la maison vivante, ai-je rétorqué, la voix se serrant. Ethan a ri. C'était un rire cruel, semblable à un braiement. Calme-toi, G.I. Jane. Ne va pas nous faire un flashback maintenant. On essaie juste de passer un bon dîner. Il a pris une longue gorgée de vin. Alors, tu fais toujours ce. Quoi que ce soit que tu fais. De la logistique? C'est ça? En gros, être une secrétaire glorifiée sur un aérodrome, pour planifier des vols. Je l'ai regardé. J'ai regardé ses mains douces, sa montre de créateur, la façon dont il s'avachissait sur sa chaise, avec un sentiment de supériorité suintant de chaque pore. Je ne planifie pas les vols, Ethan, ai-je répondu doucement. C'est ça. D'accord. Tu répares les avions, ou un truc du genre. Écoute, le fait est que c'est un travail gouvernemental. Revenu fixe, plafond de verre très bas. Il s'est tourné vers papa. C'est pour ça que je te dis, papa, il faut voir plus grand. Comme moi. Papa a hoché la tête sagement, regardant Ethan avec un mélange de fierté et d'adoration, qu'il ne m'avait jamais, pas une seule fois, témoigné. Ton frère a raison, Olive. Il a le sens des affaires. Il comprend l'effet de levier. Toi? Eh bien, tu as toujours été plus doué pour suivre les ordres. Tout le monde n'est pas assez intelligent pour être entrepreneur. Pas assez intelligente, ai-je répété. J'ai baissé les yeux vers mon assiette en plastique. J'ai regardé la viande blanche et sèche. J'ai pensé aux virements bancaires que je faisais, chaque mois, sans exception. J'ai pensé aux frères entrepreneurs, qui étaient actuellement en train d'utiliser les fonds de retraite de mes parents comme levier, pour des combines qui ne se concrétisaient jamais. Eh bien, a poursuivi papa en s'essuyant la bouche. Au moins, tu as la sécurité de l'emploi. C'est stable. Ça te tient à l'écart des ennuis. Ils ont parlé par-dessus moi pendant le reste du repas. Ils ont parlé de voisins que je ne connaissais pas, d'émissions de télévision que je n'avais pas vues, et de vacances qu'ils prévoyaient de prendre. Je suis resté assise à ma table de jeu bancal, le vent de la fenêtre glaçant la sueur de mon dos, à manger des pommes de terre froides. J'étais invisible. J'étais un portefeuille, une mule battée, une déception. Mais en regardant mon père, voyant la légère pâleur grise de sa peau, je me suis souvenu d'autre chose. Je me suis souvenu de l'appel téléphonique d'il y a 2 ans, de la panique, de l'opération chirurgicale que l'assurance ne couvrait pas entièrement. Il me disait que je n'étais pas assez intelligente pour gagner de l'argent. Il m'appelait le secrétaire. Mais il ne savait pas, à qui appartenaient réellement les chèques qui faisaient tourner cette maison. Et alors que le souvenir s'estompait, me ramenant aux lumières stériles du terminal de l'aéroport, une amère réalisation est montée dans ma gorge. J'avais payé, pour le cœur qui battait actuellement dans la poitrine de mon père. Ce même cœur qui n'avait pas de place pour moi. Les gens disent toujours que la famille n'a pas de prix. Mais chez les Holdan, la famille avait une étiquette de prix très spécifique. Et il y a 2 ans, j'avais découvert exactement combien il en coûtait, de maintenir mon père en vie. C'était un mardi, quand la poitrine de papa s'est serrée comme un étau. Les médecins ont appelé ça une crise cardiaque faiseuse de veuve. Blocage massif, danger immédiat. Le temps que je reçoive l'appel, via un téléphone satellite dans une tente de commandement poussiéreuse en Syrie, il était déjà emmené au bloc opératoire pour un triple pontage d'urgence. J'étais à 7000 miles de là. Je ne pouvais pas lui tenir la main. Je ne pouvais pas conduire maman à l'hôpital. Mais je pouvais faire l'unique chose, pour laquelle j'ai toujours été doué, je pouvais payer. Vous voyez, l'assurance maladie de mes parents était à l'image de leur style de vie. Clinquante en surface, mais pleine de trous en dessous. Ils avaient un plan avec une franchise élevée, qui couvrait à peine un bilan de santé de routine, sans parler d'une opération à cœur ouvert. Et le chirurgien cardiaque spécialisé, lui, était hors réseau. L'hôpital exigeait un dépôt massif pour procéder aux meilleures options de soins.
Sinon, ils allaient le stabiliser et le transférer vers un établissement de comté de niveau inférieur. Ce n'était pas une option. Pas pour Franck Holdan. L'image était tout. Pendant que je coordonnais frénétiquement avec le service de facturation de l'hôpital, via une connexion hachée, mon frère Ethan était également occupé. Il était sur Facebook. J'ai vu les captures d'écran plus tard. Ethan avait posté une photo de papa intubé aux soins intensifs, une violation de la vie privée qui m'a retourné l'estomac. Avec une longue légende larmoyante, sur son héros luttant pour sa vie. Et au bas de la publication, il y avait un lien. Une page GoFundMe. Aider le cœur des Holdan à guérir, disait-elle. Objectif, 20 000 €. Les dons ont afflué. Des amis, des voisins, des cousins éloignés. Ils ont tous participé, émus par le plaidoyer poétique d'Ethan pour obtenir de l'aide. Mais le service de facturation de l'hôpital n'a jamais vu un seul centime de cet argent de GoFundMe. Nous avons besoin du virement bancaire dans les 24 heures, mademoiselle Holdan, m'a annoncé l'administratrice de la facturation, d'une voix dénuée de compassion. Sinon, nous ne pouvons pas garantir la suite de récupération privée. Je n'ai pas hésité. Je me suis connecté à mon application bancaire militaire USAA. J'ai regardé le solde, que je construisais depuis 5 ans. Ce n'était pas seulement des économies. C'était ma prime de risque. Chaque euro sur ce compte représentait un jour où je m'étais réveillé dans une zone de combat, sans savoir si j'irais me coucher ce soir-là. C'était le prix du sang. C'était censé être mon acompte pour une petite maison, une vie tranquille, peut-être un chien. J'ai tapé les chiffres. 50 000 €. J'ai cliqué sur transfert. Mes économies se sont évaporées en un seul clic. Envolé. Envoyé à un hôpital de Californie pour sauver un homme, qui venait de me dire que je n'étais pas assez intelligente pour être une entrepreneuse. Une semaine plus tard, j'ai réussi à obtenir un congé d'urgence. J'ai volé directement jusqu'à l'hôpital. Quand je suis entré dans la salle de réveil, l'air sentait l'antiseptique et les compositions florales coûteuses. Papa était assis, pâle mais souriant. Maman voletait autour de lui, ajustant ses oreillers. Ethan était appuyé contre le rebord de la fenêtre, l'air fatigué mais héroïque. La voilà, accro à ses papas. Le retour de la voyageuse. « Salut, papa », ai-je dit en posant mon sac. « Comment tu te sens ?»« Comme 1 million €, a-t-il répondu, en tapotant la main de maman. « Ou 50 000, je suppose. » Je me suis figé. Il savait. Nous étions tellement inquiets pour les factures, s'est extasiée maman, les larmes aux yeux. Elle s'est retournée et a passé les bras autour du cou d'Ethan, le serrant fort. « Mais ton frère ? Oh, Dieu merci pour ton frère. Il s'est occupé de tout. Il nous a dit de ne nous soucier de rien. Je les ai fixés. » Ma bouche s'est légèrement ouverte. J'ai regardé Ethan. Il allait sûrement la corriger. Il allait sûrement dire, en fait, maman, c'est Olive qui a viré les 50 000. L'argent du GoFundMe dort juste sur mon compte. Ethan m'a regardé. Ses yeux étaient inexpressifs, illisibles derrière ses lunettes stylées. Il n'a pas bronché. Il a juste souri, un sourire humble de martyr, et a haussé les épaules. La famille passe avant tout, maman, a dit doucement Ethan. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai investi les dons de la communauté dans ce projet de crypto dont je t'ai parlé. La somme va doubler d'ici l'année prochaine, et ensuite nous aurons un véritable filet de sécurité. Mais je me suis assuré que l'hôpital soit payé maintenant. Il mentait. Il leur mentait en plein visage. Et il volait mon sacrifice, pour polir sa propre auréole. Ethan, ai-je lâché, la voix tranchante. Ce n'est pas toi qui as payé l'hôpital. La pièce est devenue silencieuse. Le bip régulier du moniteur cardiaque a semblé s'amplifier. Quoi, a lâché maman, se détachant d'Ethan. De quoi tu parles? C'est moi qui ai viré les 50 000 €, ai-je déclaré, mes mains se serrant en poing le long de mon corps. Depuis mon compte USAA, mardi matin. C'était ma prime de risque de Syrie. Ethan a gardé l'argent des dons. Je m'attendais au choc. Je m'attendais à ce que maman se retourne contre Ethan, et exige la vérité. Au lieu de cela, le visage de maman s'est durci. Elle m'a regardé avec un mélange d'agacement et de déception. Olive, arrête ça, a-t-elle sifflé.
Arrêtez quoi? De dire la vérité? Arrête de tenir les comptes, a-t-elle ajouté, en agitant la main comme pour chasser une mouche. Ce n'est pas le moment d'être mesquine. Ton père vient juste de subir une opération du cœur. Qu'importe de quel compte l'argent provient? Au final, c'est l'argent de la famille. Elle s'est interposée entre moi et Ethan, le protégeant physiquement de mon accusation. Ton frère a pris les devants. Il a organisé la communauté. Il était là. Toi, tu étais à l'autre bout du monde, à jouer aux soldats. Ne viens pas ici pour essayer de ternir son moment, juste parce que tu es jalouse. Jalouse? Le mot est resté suspendu en l'air, comme une fumée toxique. J'avais vidé les économies de toute ma vie pour sauver son mari, et elle me qualifiait de jalouse de ce fils, qui était actuellement en train de détourner des fonds caritatifs, pour jouer à la crypto-monnaie. J'ai regardé papa. Papa? Il a refusé de croiser mon regard. Il s'est contenté de tripoter la télécommande de la télévision. Ta mère a raison, Olive. Ne fais pas de scène. Nous sommes juste heureux que la facture soit payée. C'est à cet instant que quelque chose s'est brisé en moi. Ce ne fut pas une rupture bruyante. C'était une fissure silencieuse, fine comme un cheveu, dans les fondations de ma loyauté. J'ai réalisé, à ce moment-là, que pour eux, je n'étais pas une personne. J'étais une ressource. J'étais un distributeur de billets. Un distributeur sur lequel ils pouvaient taper quand ils ne distribuaient pas d'argent assez vite, et qu'ils pouvaient ignorer lorsqu'ils le faisaient. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir ressenti cette morsure. Si vous avez déjà été l'épine dorsale financière de votre famille, pendant que quelqu'un d'autre récoltait tous les lauriers, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Et, dans les commentaires, écrivez simplement « J'ai payé » pour que je sache que je ne suis pas seul dans cette situation. Je les ai regardés tous les trois. L'unité familiale parfaite. D'accord, ai-je dit calmement. Je ne ferai pas de scène. Je suis sorti de la chambre d'hôpital. J'ai marché jusqu'au parking, je me suis assise dans ma voiture de location, et j'ai hurlé. Jusqu'à ce que ma gorge ait le goût du sang. Mais le pire n'était pas la colère. Le pire, c'était la question qui continuait de résonner dans ma tête, plus forte que le cri, pourquoi je continue de le faire? Pourquoi est-ce que je leur envoie encore de l'argent, tous les mois? J'avais besoin de trouver une réponse. Et je savais que le seul endroit où je pourrais réfléchir clairement, n'était pas dans cette ville. C'était de retour dans mon petit appartement solitaire, à l'intérieur d'une boîte en métal, que je gardais cachée dans mon placard. Mon appartement, situé à seulement une quinzaine de kilomètres de la base, est une forteresse de silence. C'est l'antithèse absolue de la maison de mes parents à Bakersfield. Il n'y a pas de rideau en velours, pas de vitrine remplie de porcelaine que personne n'a le droit de toucher, et aucune de ces photos de famille mises en scène, d'où je suis commodément recadré. Ici, les murs sont peints d'un blanc éclatant. Le mobilier est fonctionnel. Un fauteuil en cuir pour la lecture, un simple cadre de lit, et un bureau. La seule décoration du salon est un coin sport, qui ressemble davantage à une salle de torture qu'à un espace d'entraînement. On y trouve de lourdes kettlebells, une barre de traction fixée au montant du mur, et un rameur qui a absorbé des litres de ma sueur. Sur le mur face au rameur, scotché avec du ruban adhésif bleu de peintre, se trouve un poster de David Gauguin. Son visage est couvert de crasse, ses yeux sont intenses et semblent me transpercer. En dessous de lui, figure la citation qui me fait sortir du lit à 4 heures du matin, chaque jour, sans exception, quand vous pensez que vous avez fini, vous n'êtes qu'à 40% des capacités de votre corps. Cet appartement est mon sanctuaire. C'est le seul endroit au monde, où je n'ai pas à m'excuser de prendre de la place. Je suis entré dans la chambre, et je me suis agenouillé. J'ai glissé la main sous le lit, et j'ai tiré une vieille boîte de munitions rouillée. Le métal était froid contre le bout de mes doigts. J'ai passé mon pouce sur le loquet, sentant le sable incrusté dans les rainures. Du sable d'Irak, de la poussière de Syrie. Cette boîte ne contenait pas de balles. Elle renfermait quelque chose de bien plus explosif, la vérité. J'ai fait sauter le loquet. À l'intérieur, se trouvaient des dizaines de lettres. Certaines étaient rédigées sur du papier à en-tête militaire officiel, d'autres sur le dos d'emballage en carton de rations de combat, ou sur du papier de carnet froissé. Aucune d'elles ne portait de timbre. Aucune d'elles n'avait jamais vu l'intérieur d'une boîte aux lettres. J'en ai pris une, vers le bas de la pile.
Le papier jaunissait, l'encre était légèrement tachée là où une goutte de sueur, ou peut-être une larme, était tombée des années auparavant. Chère maman et papa, commençait la lettre. Aujourd'hui, nous avons perdu Jenkins. Le 1V devant le mien a heurté un EI. Le bruit a été si fort, que j'ai eu l'impression que mes dents se brisaient. J'ai peur. Je ne sais pas si je vais rentrer à la maison cette fois-ci. Je voulais juste vous dire que je vous aime. J'ai fixé ces mots. Je me souvenais de les avoir écrits à la lueur d'une lampe torche tactique rouge, la main tremblant si fort que je pouvais à peine tenir le stylo. Je l'ai reposé, et j'en ai pris une autre, datée de 3 ans plus tard. Chère maman, j'ai été promu commandant aujourd'hui. Ils m'ont épinglé la feuille de chêne dorée sur le col. Mon commandant a dit que je suis la meilleure stratège en logistique qu'il n'ait jamais vue. J'aurais aimé que tu puisses être là. Je n'ai jamais envoyé ces lettres. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était parce que je ne voulais pas les inquiéter. Je me disais que je les protégeais des dures réalités de mon monde. Mais c'était un mensonge. Je ne les ai pas envoyés, parce que je savais qu'ils ne s'en soucieraient pas. J'ai appris cette leçon à mes dépens, il y a 5 ans. Je venais de recevoir la Bronze Star, pour service méritoire dans une zone de combat. Ce fut le moment de plus grande fierté de ma vie. J'en débordais. J'avais besoin de le partager avec quelqu'un, avec n'importe qui. Alors, j'ai pris une photo de la médaille, la magnifique étoile de bronze suspendue à son ruban rouge, blanc et bleu, et je l'ai envoyée par SMS à ma mère. Maman, regarde. J'ai reçu la Bronze Star aujourd'hui. J'ai attendu. J'ai fixé mon téléphone pendant des heures, regardant les 3 petits points apparaître et disparaître. Finalement, sa réponse est tombée, c'est bien, chérie. Mais est-ce que tu manges assez? Tu as l'air mince sur ta photo de profil. Aussi, la femme d'Ethan vient d'annoncer qu'elle est de nouveau enceinte. Peut-être devrais-tu regarder sa vie. Et apprendre à quoi ressemble le vrai bonheur. Une médaille ne te tiendra pas chaud la nuit. Ce message a tué quelque chose en moi. Ce ne fut pas une mort bruyante. Ce fut silencieux, comme une bougie qui s'éteint dans une tempête. J'ai réalisé à ce moment-là que, pour Margaret et Frank Holden, mon grade, mes sacrifices, et mes honneurs, étaient invisibles. Ils ne correspondaient pas au récit. Ils ne voulaient pas d'une fille guerrière. Ils voulaient une épouse, une mère. Un accessoire, pour leur carte de Noël. J'ai replacé les lettres dans la boîte de munitions, et j'ai refermé le loquet. Le bruit a résonné dans la pièce vide, comme un coup de feu. Je me suis levé, et j'ai marché vers le placard. À l'intérieur, suspendu dans une housse en plastique protectrice, se trouvait mon uniforme de cérémonie. J'ai ouvert la housse. Le tissu bleu marine était immaculé, sans la moindre peluche. Assez tranchant pour couper du verre. J'ai décroché la veste du cintre, et j'y ai glissé mes bras. La transformation a été immédiate. Tandis que je boutonnais les boutons argentés, ma posture s'est modifiée, ma colonne vertébrale s'est redressée. L'affaissement de la fille décevante s'est volatilisé, remplacé par la prestance rigide d'un colonel. J'ai ajusté le col. J'ai lissé les revers. Je me suis regardé dans le grand miroir de la porte. Sur le côté gauche de ma poitrine, reposait une barrette de rubans colorés. Des rangées, et des rangées de rubans. Chacun d'eux racontait une histoire. La Bronze Star, la médaille du service méritoire, les médailles de campagne. C'était un kaléidoscope de douleurs, de victoires, de pertes, et de survie. Et, sur mes épaules, pesant lourdement sur les épaulettes, se trouvaient les aigles d'argent. L'insigne d'un colonel à part entière. J'ai plongé mon regard dans mes propres yeux, dans le miroir. Tu n'es pas une bonne, ai-je murmuré à mon reflet. Tu n'es pas un échec. Tu es la colonelle Olive Holden. Tu mènes des hommes et des femmes au feu, et tu les ramènes à la maison. Pendant un instant, dans le silence de mon sanctuaire, je me suis autorisé à ressentir le poids de ma propre valeur. Je n'avais pas besoin de Frank pour me dire que j'étais intelligente. Je n'avais pas besoin de Margaret pour me dire que j'étais belle. Je n'avais pas besoin d'Ethan pour me dire que j'avais réussi. L'armée de l'air des États-Unis m'avait déjà dit qui j'étais. Mais ce moment ne pouvait pas durer. J'ai regardé l'horloge. Je devais faire mes bagages. J'avais un vol à prendre. J'avais un mariage auquel assister. Non pas en tant qu'invité d'honneur, mais en tant qu'aide non rémunérée.
Lentement, à contre-cœur, j'ai déboutonné la veste. J'ai retiré l'armure de la colonelle, et j'ai enfilé à nouveau le sweat gris, et le jean. J'ai vu la femme puissante s'estomper dans le miroir, remplacée une fois de plus, par la sœur à l'allure de sans-abri. Mais cette fois-ci, c'était différent. Sous le sweat à capuche, la peau était plus épaisse. L'esprit s'était endurci. Je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Je savais ce qui était pendu dans mon placard. Et je savais que tôt ou tard, le reste du monde le verrait aussi. J'ai attrapé mon sac de sport. Il était temps d'aller au mariage. Il était temps de subir une dernière humiliation, avant la fin. Si vous voulez vraiment savoir où vous vous situez dans la hiérarchie de votre famille, ne regardez pas la carte de Noël. Attendez un mariage. 6 mois avant l'incident de l'aéroport, ma cousine Jessica s'est mariée dans un vignoble, dans la vallée de Napa. C'était une affaire de style, rustique chic. Ce qui n'est qu'un code pour dire que l'on a dépensé 50 000 €, pour donner à une grange l'air de ne pas être pleine de foin. Je ne faisais pas partie du cortège nuptial. Jessica avait 6 demoiselles d'honneur, toutes vêtues de robes assorties couleur vieux rose, sirotant des mimosas dans la suite de la mariée depuis 10 heures du matin. Moi, en revanche, je portais un pantalon noir, et un polo noir. J'avais moins l'air d'un membre de la famille, et plus de quelqu'un du service traiteur. C'était voulu. Olive, chérie, m'avait dit ma mère 2 jours auparavant. Puisque tu n'es pas tu sais. Sur les photos. Et que tu es si doué en logistique, nous nous sommes portés volontaires pour que tu aies de la coordinatrice. Tu as l'habitude de te lever tôt, n'est-ce pas? Ainsi, pendant qu'Ethan cuvait sa gueule de bois dans sa suite d'hôtel, j'étais sur la pelouse à 7 heures du matin, en train de décharger 200 chaises pliantes blanches d'un camion de livraison. Je les ai installées avec une précision militaire. Des rangées parfaites, des angles parfaits. J'ai traité cette pelouse, comme un terrain de manœuvre. Vers midi, la sueur collait ma chemise à mon dos. Mes mains étaient couvertes de poussière. Je me suis retiré derrière la tente de réception principale, pour siffler une bouteille d'eau, et reprendre mon souffle à l'ombre. C'est là que je les ai entendus. La voix de ma mère porte loin. Elle a un timbre perçant, particulièrement quand elle fait des commérages. Elle se tenait juste de l'autre côté de la paroi en toile, avec ma tante Linda et ma tante Carole. C'est vraiment dommage qu'Olive ne soit pas demoiselle d'honneur, a glissé la tante Linda. Sa voix dégoulinait de cette fausse sympathie que les femmes du Sud maîtrisent si bien. C'est la seule cousine qui a été mise de côté. Oh, Linda, je t'en prie, a rétorqué ma mère. Je pouvais entendre le tintement des glaçons dans son verre. Regarde l'alignement. Jessica et ses amies sont menues, délicates. Si je mettais Olive au milieu, elle ressemblerait à un cheval de trait parmi des pur sang. Ça gâcherait l'esthétique. Je me suis figé. J'ai écrasé la bouteille d'eau dans ma main. Et puis, a poursuivi maman, en baissant la voix, pour adopter un chuchotement complice qui était en réalité plus fort. Olive est robuste. Elle est dure. Elle a passé trop de temps dans le désert, avec tous ces hommes. Elle ne sait plus comment être douce. Honnêtement, j'ai dit à l'organisatrice de la garder à la logistique. Si elle se tient à l'entrée pour accueillir les invités. Les gens pourraient penser que c'est la sécurité. Les tantes ont ri. C'était un petit son cristallin, qui m'a retourné l'estomac. Je suis resté là, fixant la toile blanche. Robuste. Dure. La sécurité. J'ai regardé mes mains. C'étaient des mains fortes. Elles avaient sauvé des vies. Elles avaient construit des abris. Elles avaient soutenu des hommes mourants. Mais, pour ma mère, ce n'étaient que de vilains outils, bons à être cachés dans l'arrière-salle. Je ne les ai pas confrontés. Je ne suis pas parti en trombe. J'ai simplement écrasé la bouteille d'eau vide, je l'ai jetée à la poubelle, et je suis retourné travailler. J'ai dirigé le service de voiturier. J'ai indiqué leur place aux invités. Je suis devenu exactement ce qu'elles voulaient, de la machinerie invisible. La réception, ce soir-là, a été un tourbillon de bruit et d'excès. Le bar à volonté était le centre de gravité de la soirée. Et la personne qui orbitait le plus près, c'était Ethan. Mon frère était dans une forme rare. Il portait un smoking qui coûtait plus cher que ma première voiture. Il faisait le pan au milieu d'un groupe de demoiselles d'honneur, qui ignoraient que ses cartes de crédit étaient saturées. Il était bruyant,
exubérant, et avait déjà dépassé sa limite de 3 verres. Je me tenais près de la porte de la cuisine, pour m'assurer que les serveurs avaient la voie libre. Lorsque la musique a baissé pour les discours, Ethan, jugeant qu'il devait faire partie de l'événement, a titubé jusqu'à l'endroit où Jessica, la mariée, se tenait. Elle était rayonnante, dans une robe Vera Wang sur mesure, qui scintillait sous les guirlandes lumineuses. Jessie. Jess, a bredouillé Ethan, agitant un verre plein de Cabernet Sauvignon comme la baguette d'un chef d'orchestre. Tu as l'air de coûter cher. Il s'est précipité en avant pour l'embrasser. Il a trébuché sur un câble de microphone. Tout s'est passé au ralenti. Le verre a échappé à sa main. Le liquide rouge sombre a décrit un arc dans l'air, tel une éclaboussure de sang. Splash. Le silence a été instantané. Le vin rouge a frappé le corsage d'un blanc immaculé de Jessica, et s'est déversé en cascade sur la jupe. On aurait dit une blessure par balle. Jessica a halté, portant ses mains à sa bouche. La musique s'est coupée. Les 200 invités ont regardé la scène avec horreur. Ethan a bataillé pour retrouver son équilibre. Il a regardé la tâche, puis les visages choqués. La panique a brillé dans ses yeux. Il lui fallait un bouc émissaire. Il lui fallait quelqu'un pour réparer les dégâts. Ses yeux se sont verrouillés sur moi, dans la pénombre. Olive, a-t-il hurlé, sa voix se brisant sous le coup d'une autorité désespérée. Olive, viens ici. Amène une serviette. Je suis sorti de l'ombre. Ne reste pas planté là, a crié Ethan, pointant un doigt tremblant vers la tâche qu'il venait de causer. Répare ça. Tu sais comment nettoyer les dégâts. Tu as l'habitude de ce genre de corvée. Mets-toi à genoux, et frotte avant que ça ne s'incruste. Ma mère s'est précipitée en avant, non pas pour gronder Ethan, mais pour appuyer son ordre. Olive, dépêche-toi. Fais quelque chose. Ne laisse pas ton frère se ridiculiser. L'injustice de la situation m'a frappé si fort, que j'en ai eu le vertige. Ne le laisse pas se ridiculiser. Il venait de ruiner une robe à 5000 €, et on m'ordonnait de la nettoyer comme une domestique, parce que j'étais la fille robuste. J'ai regardé Ethan. Il transpirait, pitoyable, se cachant derrière sa grande sœur une fois de plus. J'ai regardé Jessica. Elle pleurait silencieusement, paralysée. Je me suis avancé. Non pas pour Ethan. Ni pour maman. Mais pour la mariée. J'ai attrapé une bouteille de soda club au bar, et une serviette blanche propre. Je me suis approché de Jessica, et me suis agenouillé sur l'herbe. Ça va aller, lui ai-je murmuré. Je m'en occupe. J'ai tamponné la tâche. Je me suis concentré sur le tissu, ignorant les centaines de paires d'yeux braqués sur mon dos. J'ai ignoré Ethan, qui expliquait maintenant bruyamment aux mariés que c'était un accident, et qu'Olive avait la situation bien en main. Alors que j'étais agenouillé dans la poussière, à frotter du vin sur de la soie, j'ai levé les yeux. J'ai vu ma mère tapoter le dos d'Ethan pour le réconforter. J'ai vu mon père secouer la tête dans ma direction, comme si je n'avais pas agi assez vite. Et là, au milieu des effluves de vin et des parfums coûteux, j'ai entendu un bruit que personne d'autre n'a pu entendre. Crac. C'était le bruit du dernier lien qui se rompait. Le lien invisible qui m'avait attaché à leur approbation, à leur amour, à leur orbite toxique. Il s'est rompu net. J'ai fini de nettoyer la robe. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux. Je me suis relevé. Mes genoux étaient tachés d'herbe. Merci, Olive, a murmuré Jessica en me serrant la main. De rien, ai-je répondu. Je me suis tourné vers ma famille. Ethan riait déjà à nouveau, racontant l'histoire comme s'il avait été la victime d'un verre maladroit. Maman souriait. Je n'ai pas dit un mot. J'ai fait demi-tour, et je suis parti. Je suis passé devant le bar à volonté, devant le stand du voiturier, et j'ai franchi le portail du domaine. J'ai marché dans l'obscurité, sur la route silencieuse. J'avais besoin de silence. J'avais besoin de laver le bruit de leur hypocrisie de mes oreilles. J'ai marché jusqu'à apercevoir le clocher d'une petite et vieille chapelle au loin. J'ai marché jusqu'à ce que la musique aux basses lourdes de la réception de mariage ne soit plus qu'une pulsation sourde au loin. J'ai marché jusqu'à ce que le chemin de gravier se transforme en asphalte craquelé, et que les vignobles fassent place à la petite ville endormie qui bordait le domaine. Mes genoux étaient encore humides de soda club et de vin rouge.
Mes mains, d'ordinaire assez fermes pour désamorcer des bombes, tremblaient. Non pas de peur, mais d'une rage si froide, que cela ressemblait à de l'hypothermie. Je ne savais pas où j'allais, jusqu'à ce que je voie le clocher. C'était une petite chapelle en clin de bois blanc. Le genre que l'on voit sur les cartes postales de l'Amérique rurale. Le panneau devant indiquait « Saint-Jude ». Ouvert à tous. Saint-Jude, le saint patron des causes perdues. Ça semblait approprié. J'ai poussé les lourdes portes en chêne. L'air à l'intérieur était frais, et sentait la cire d'abeille, les vieux cantiques, et le silence. C'était le genre de silence que l'on sent presser contre ses tympans. J'ai descendu l'allée centrale, mes baskets grinçant faiblement sur le bois franc, et je me suis glissé dans la toute dernière rangée. Je ne me suis pas agenouillé. Je n'ai pas prié. Je suis simplement resté là, assise, fixant la simple croix en bois devant l'autel. Essayant de réguler ma respiration. Inspire, expire, inspire, expire. Exactement comme on nous l'avait appris à l'école de survie. Vous êtes assise, comme si vous vous attendiez à une embuscade, ma fille. La voix m'a fait sursauter. Elle était rocailleuse, usée par le temps, mais dotée d'un noyau d'acier. Je me suis retourné. Un vieil homme s'éloignait en traînant des pieds de la sacristie, un chiffon à polir à la main. Il devait avoir dans les 90 ans. Il bougeait avec un fort boitement, s'appuyant sur une canne, mais son dos était raide comme un piquet. Il portait un simple col ecclésiastique, mais épinglé sur ses bretelles, il y avait un petit insigne de boutonnière délavée, un parachute avec des ailes. Je me suis levé instinctivement. Je suis désolé, mon révérend. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Je peux partir. Asseyez-vous, a-t-il commandé. Ce n'était pas une requête. C'était un ordre. Je me suis assise. Il a boité jusqu'à moi, et s'est assis sur le banc, juste de l'autre côté de l'allée. Il m'a jaugé de haut en bas, ses yeux bleus délavés me scannant avec une précision que j'ai reconnue. Il ne regardait pas mes vêtements tachés. Il observait ma posture. La ligne de ma mâchoire. La façon dont mes mains reposaient, prêtes à l'action, sur mes genoux. Armée de terre, a-t-il demandé. Armée de l'air, monsieur, ai-je répondu. Opération spéciale. Il a hoché lentement la tête, un petit sourire effleurant ses lèvres fines. 82e aéroporté. Normandie. 1944. Je reconnais un soldat quand j'en vois un. Nous portons le poids différemment des civils. Il s'est penché en avant, appuyant son menton sur sa canne. Alors, colonel, je devine que vous êtes un officier, à la façon dont vous tenez votre tête. Pourquoi êtes-vous assise dans mon église, avec l'air de quelqu'un qui vient de perdre une guerre? J'ai détourné le regard. Je voulais lui dire que ce n'était rien. Je voulais dire que ce n'était que des drames familiaux. Mais quelque chose dans son regard, forgé dans une guerre il y a 70 ans, rendait le mensonge impossible. J'ai l'impression. J'ai l'impression de me battre du mauvais côté, ai-je murmuré. Je leur donne tout. Mon argent. Mon temps. Ma dignité. Et ils me regardent comme si je n'étais rien. Comme si j'étais une domestique. Le vieux pasteur a hoché la tête, comme s'il avait entendu cette histoire des milliers de fois auparavant. La famille? Oui. Et laissez-moi deviner, a-t-il croassé. Vous pensez que si vous les servez encore un peu, si vous vous sacrifiez juste un peu plus, alors ils vous verront enfin. Ils vous salueront enfin. Je veux juste qu'ils me respectent, ai-je dit, la voix brisée. J'obtiens le respect des généraux. Pourquoi ne puis-je pas l'obtenir de mon propre frère? Le vieil homme a soupiré. Il a pointé un doigt noueux vers la Bible, posée sur le banc entre nous. Ouvrez-la, a-t-il dit. Matthieu 13h57. J'ai hésité, puis j'ai tendu la main vers le livre. Les pages étaient fines et froissées. J'ai trouvé le verset. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, et dans sa maison. Je l'ai lu 2 fois. Les mots semblaient vibrer sur la page. Savez-vous ce que cela signifie, soldat, a demandé doucement le pasteur. J'ai secoué la tête. Cela signifie que les gens qui vous ont vu grandir, qui ont changé vos couches, qui vous ont connu avant que vous ne deveniez ce que vous êtes. Ce sont souvent les derniers à voir votre grandeur, a-t-il expliqué. Sa voix s'est affermie, remplissant l'espace vide. Pour le monde, vous êtes un lion.
Un guerrier. Un protecteur. Mais pour votre propre maison, vous n'êtes que Golive. Vous êtes familière. Et la familiarité engendre le mépris. Il a tapé sa canne sur le sol, pour souligner son propos. Dieu vous a donné un cœur de lion, ma fille. Il vous a donné des griffes, et des dents, et un rugissement qui peut faire trembler les montagnes. Alors, pourquoi, au nom de Dieu, continuez-vous à insister pour vivre comme une souris, juste pour plaire à un ramassis de chats d'appartement? Une souris parmi des chats d'appartement. L'image m'a frappé de plein fouet. C'était exactement ce que je faisais. Je m'étais rapetissé. J'avais tamisé ma propre lumière, pour qu'elle ne brille pas trop fort dans les yeux d'Ethan. J'avais accepté les miettes de la table, parce que j'avais peur de perdre ma place. Je pensais que c'était mon devoir, ai-je dit. C'est mon sang. Le sang, c'est de la biologie, a répliqué le vieil homme, en se levant avec un gémissement. La loyauté est un choix. Le respect se mérite. Et s'ils ne peuvent pas respecter le colonel, ils ne méritent pas la sœur. Il m'a regardé une dernière fois. Arrêtez d'attendre qu'il vous fasse honneur. Ils n'en ont pas à donner. Vous devez le prendre. Il a tourné les talons, et est retourné en boitant vers l'autel, disparaissant dans les ombres, me laissant seul avec le silence. Mais le silence n'était plus pesant. Il était devenu éclairant. Je suis resté assise là pendant un long moment, à regarder les grains de poussière danser dans la lumière des vitraux. L'engourdissement qui m'avait paralysé au mariage avait disparu. La tristesse avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de froid, de dur, et d'incroyablement tranchant. J'ai réalisé que je menais la mauvaise bataille. J'avais essayé de gagner leur amour par la soumission. Mais on ne négocie pas avec des terroristes. Et on ne mendie pas le respect auprès de narcissiques. J'ai pensé au prochain voyage familial à Hawaï. Ethan l'avait réservé en utilisant les points de ma carte de crédit, bien sûr, comme une retraite de guérison pour la famille. J'appréhendais ce voyage. J'avais prévu d'y aller, de porter les bagages, de payer les dîners, et de sourire pendant qu'il m'insultait. C'était terminé. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment, ont ressenti exactement ce même sentiment. Ce moment où l'on réalise qu'on a mis le feu à soi-même, juste pour garder les autres au chaud. Si vous en avez marre d'être la souris de votre famille, j'ai besoin que vous cliquiez sur le bouton j'aime dès maintenant. Et, dans les commentaires, je veux que vous écriviez juste un mot, respect. Montrons au monde que nous avons fini de mendier pour ce que nous méritons. Je me suis levé. Mes jambes étaient fortes. Je n'allais pas annuler le voyage à Hawaï. Oh, non. J'allais y aller. Mais je n'y allais pas en tant qu'Olive, la bonne. Je n'y allais pas en tant qu'Olive, la sœur. J'allais y aller en tant que colonel Holden. J'allais leur donner exactement ce qu'ils voulaient, des vacances familiales qu'ils n'oublieraient jamais, au grand jamais. J'allais leur laisser voir la vérité. J'allais leur laisser voir le lion. Et puis, quand la poussière retomberait, je m'en irais pour toujours. J'ai poussé les portes de l'église, et je suis retourné dans la nuit. L'air était frais sur mon visage. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Il vibrait sous les SMS de maman, qui demandait où j'étais et exigeait que je revienne aider à nettoyer. J'ai supprimé la discussion. J'avais une mission à planifier. L'odeur de cire d'abeille, et le silence de la vieille chapelle se sont évaporés, remplacés instantanément par l'agression sensorielle de l'aéroport international de Los Angeles. J'étais de retour dans le présent. De retour dans le bruit. De retour dans le cauchemar. Les haut-parleurs diffusaient une annonce automatisée, concernant les bagages abandonnés, mais elle était à peine audible par-dessus le brouhaha de milliers de voyageurs qui traînaient les pieds, se plaignaient et se précipitaient. Je me tenais au milieu du terminal international Tom Bradley, serrant les poignets des valises jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Ma famille, si je pouvais encore l'appeler ainsi, avait déjà amorcé son mouvement. Parce qu'il détenait des billets de première classe, achetés avec des points qu'Ethan m'avait empruntés des années auparavant, et jamais remboursés. Il se dirigeait d'un pas léger, vers la file de contrôle prioritaire. C'était le tapis rouge du voyage, courte, efficace, et gardé par un agent souriant, qui avait détaché le cordon de velours pour eux, comme s'ils appartenaient à la royauté. Moi, avec mon billet économique froissé pour le siège 37B à la main, j'avais été relégué au fil d'embarquement général. C'était le troupeau. La ligne serpentait d'avant en arrière,
à travers le hall du terminal, dans un labyrinthe sans fin de barrières à sangles rétractables. C'était rempli de parents fatigués se débattant avec des tout-petits hurlants, de routards dormant sur leurs bagages, et de gens comme moi. Épuisés. Invisibles. Et en train d'attendre. J'avançais petit à petit, repoussant mon lourd sac de sport sur le sol à coups de bottes. La file avançait à la vitesse d'un glacier. Sur ma gauche, séparée seulement par un panneau en plexiglas, se trouvait la zone prioritaire. Ethan avait déjà passé le contrôle initial des documents. Mais, au lieu de se diriger vers les scanners à rayon X, il s'est arrêté. Il s'est littéralement arrêté et s'est appuyé contre la paroi vitrée, attendant que je le rattrape de mon côté du mur. Il a retiré ses lunettes de soleil, les accrochant dans le col en V de son t-shirt de marque. Il m'a regardé, coincé dans la foule de la population générale, et a souri. C'était le sourire d'un homme persuadé d'avoir gagné le gros lot de la vie. « Tiens bon, Frangine », a-t-il crié à travers l'interstice entre les panneaux de verre. Sa voix était assez forte pour faire tourner les têtes dans les deux files. « Ne rate pas le vol. Tu sais qu'ils n'attendent pas pour les passagers en classe éco. Le fond du bus n'attend personne. » Quelques personnes dans ma file ont ri nerveusement. La plupart semblaient simplement agacés. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, mon visage comme un masque de pierre. Ma mère et mon père se tenaient juste derrière lui. Maman chipotait avec la fermeture éclair de son sac Louis Vuitton, agissant comme si l'air de la file prioritaire était plus pur que celui que je respirais. Elle a levé les yeux, et m'a vu planté là, à la regarder. J'ai vu une lueur dans ses yeux. Pas de la culpabilité, ni de la pitié. Mais de la honte. La honte d'être associée à moi. Elle s'est penchée près de mon père, mais sans murmurer. Margaret Holden ne chuchote jamais quand elle veut faire passer un message. « Frank, retourne-toi », a-t-elle ordonné, sa voix perçant le bruit ambiant comme un couteau dentelé. Ne lui fais pas signe. Fais comme si tu ne la voyais pas. Margaret, c'est notre fille, a marmonné papa, bien qu'il ait obéi en lui tournant le dos. Regarde là, Frank, a sifflé maman, en faisant un geste vague dans ma direction, sans établir de contact visuel. On dirait une vagabonde. Se souhaite à capuche et repoussant. Si les gens nous voient lui faire signe, ils vont croire qu'on voyage avec notre domestique. Ou pire, c'est embarrassant. Fais juste semblant de ne pas la connaître, jusqu'à ce qu'on arrive à Hawaï. Là, je pourrais la forcer à mettre une robe. Fais comme si tu ne la connaissais pas. Les mots planaient dans l'air. Le couple qui se tenait devant moi, deux touristes à l'allure sympathique, portant des coupe-vents assortis, s'est tourné pour me regarder. Les yeux de la femme se sont adoucis de pitié. Elle a examiné mes vêtements usés, ma queue de cheval en bataille, puis la femme élégamment vêtue qui venait de me renier. « Je suis désolé, ma chérie », m'a chuchoté la femme, en secouant la tête. « C'est horrible. » J'ai regardé cet inconnu. « Ce n'est rien », ai-je répondu doucement. Elle a raison. Elle ne me connaît pas, et c'était la vérité. Elle ne me connaissait pas. Elle connaissait un fantôme. Elle connaissait un paillasson. Elle ne connaissait pas la colonelle. La file a avancé. C'était mon tour. Je me suis approché du pupitre de la TSA. L'agent assis derrière le haut bureau était un homme d'une cinquantaine d'années, corpulent, avec des cernes sous les yeux, qui témoignaient de double garde et d'heures supplémentaires obligatoires. Il n'a pas levé les yeux. Il a juste tendu une main gantée. Pièce d'identité et carte d'embarquement, a-t-il annonné. C'était un script qu'il avait répété 10 000 fois. Derrière moi, la file se pressait. Impatiente. À ma gauche, Ethan et mes parents observaient toujours, attendant de me voir m'empêtrer. Attendant de me voir subir l'indignité de la fouille des gens du commun. Ils s'attendaient à ce que je sorte mon permis de conduire californien. Ils s'attendaient à ce que je retire mes chaussures, que je sorte mon ordinateur portable, et que je me traîne dans le scanner en chaussettes, comme tout le monde. J'ai glissé la main dans la poche avant de mon sweat. Ma main a frôlé la petite monnaie. Elle a frôlé le mouchoir froissé. Elle a trouvé le fin portefeuille en cuir noir, que je gardais habituellement au fond de mon équipement tactique. Je l'ai sorti. Le mouvement a attiré l'œil de l'agent de la TSA. Il a levé les yeux, s'attendant à un permis en plastique standard. Au lieu de cela, j'ai ouvert le portefeuille. J'en ai glissé une carte blanche.
Ce n'était pas un permis de conduire. Ce n'était pas une carte de passeport. C'était une carte CAC, une carte d'accès commune. Mais ce n'était pas la pièce d'identité standard, délivrée aux jeunes recrues ou aux sous-traitants. Celle-ci arborait une épaisse barre verticale de couleur, indiquant un grade d'officier supérieur. Et, intégrée dans le plastique, il y avait une puce informatique dorée, qui scintillait sous les lumières fluorescentes et agressives du terminal. C'était la clé du royaume. C'était une carte qui disait « Je réponds au président des États-Unis ». Pas à Margaret Holden. Je ne l'ai pas tendue à l'agent. Je ne l'ai pas fait glisser sur le bureau d'un air soumis. Je l'ai posée fermement sur la vitre du scanner, avec un bruit sec. Le son était discret, mais pour moi, cela a résonné comme le marteau d'un juge s'abattant dans une salle d'audience. L'agent de la TSA a cligné des yeux. Il a regardé la carte. Il a regardé la puce dorée. Puis, ses yeux se sont brusquement relevés vers mon visage. Il a regardé le sweat à capuche. Il a regardé la queue de cheval. Et puis, il a regardé la carte à nouveau, essayant de réconcilier les deux images. Sa posture a changé instantanément. L'ennui s'est évaporé, remplacé par une soudaine et électrique vigilance. Il a ouvert la bouche pour parler, pour poser la question qui se formait sur ses lèvres. Je me suis penché en avant. J'ai posé mes avant-bras sur le pupitre, amenant mon visage au niveau du sien. Je n'ai pas souri. Mes yeux étaient froids, durs, et absolument terrifiants. Scannez-la, ai-je ordonné. Ce n'était pas une requête. C'était un ordre, donné avec tout le poids de 20 années de commandement derrière lui. Scannez-la, ai-je répété, ma voix baissant d'une octave. Et regardez l'écran. L'agent a dégluti difficilement. Sa main tremblait légèrement alors qu'il attrapait son pistolet scanner. À ma gauche, Ethan riait encore de quelque chose que papa avait dit. Il n'avait aucune idée que le sol, sous leurs pieds, était sur le point de s'ouvrir. Il n'avait aucune idée que la vagabonde de la file économique venait de dégoupiller une grenade. L'agent a pressé la détente du scanner. Un faisceau laser rouge a balayé le code-barre de ma pièce d'identité. Bip. Pendant une fraction de seconde, il y a eu un silence. Et puis, l'enfer s'est déchaîné. Le faisceau laser rouge a frappé la puce dorée, intégrée à ma carte d'accès commune. Dans un monde normal, pour un passager normal, la machine aurait émis un bip aigu et poli pour signaler son approbation. Mais ma carte n'était pas normale. Elle était codée pour le niveau de sécurité opérationnelle le plus élevé du ministère de la Défense. Elle était conçue pour déclencher des protocoles de neutralisation de niveau immédiat, à n'importe quel point de contrôle fédéral. La machine n'a pas bipé. Au lieu de cela, elle a émis un bourdonnement oscillant et sourd, un son semblable à une lourde chute de basse, qui a fait vibrer le plancher. Vroom, vroom, vroom. Le petit écran LCD sur le pupitre, qui affichait habituellement une coche verte, s'est soudainement mis à clignoter d'un rouge cramoisi violent et palpitant. Un texte a défilé en lettres majuscules et grasses, visible même pour les personnes se tenant à 1,50 m. Alerte critique. Habilitation de niveau 5 détectée. Colonel USAF. Protocole d'opération spéciale. Code rouge. La réaction a été instantanée. Elle a été cinétique. Code rouge. Nous avons un code rouge au point de contrôle 4, a hurlé l'agent derrière le pupitre, la voix brisée par l'adrénaline. Il a abattu sa main sur un bouton de panique situé sous le bureau. Au-dessus de nous, des lumières stroboscopiques ambrées ont commencé à clignoter. Le terminal, qui n'était qu'une mer de voyageurs ennuyés traînant des pieds quelques secondes plus tôt, a sombré dans le chaos. Reculez. Tout le monde recule, a hurlé une agente de la TSA, depuis la file voisine. Elle a écarté les bras, repoussant physiquement un homme d'affaires en arrière. Depuis la périphérie du point de contrôle de sécurité, l'équipe d'intervention s'est matérialisée. 6 agents de la TSA ont abandonné leur poste, et ont sprinté vers moi. Derrière eux, 2 officiers de la police de l'aéroport, armés de fusils tactiques AR-15, ont fendu la foule, leurs lourdes bottes résonnant sur le sol en linoléum. Dégagez la voie. Dégagez la voie immédiatement, a beuglé l'un des officiers. La foule a poussé un cri d'effroi, et s'est ruée en arrière, renversant des poteaux de guidage et des bagages. Sur ma gauche, derrière le plexiglas de la file prioritaire, ma famille regardait la scène se dérouler. Mais ils ne voyaient pas une habilitation de sécurité.
Il ne comprenait pas le protocole. Il ne voyait que les gyrophares rouges clignotants, les agents qui criaient, et les armes qui se précipitaient vers leur fille vagabonde. Le visage d'Ethan est devenu blanc. Il ressemblait à un chevreuil, fixant les phares d'un semi-remorque. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule explication possible. J'étais une criminelle. J'étais une fraudeuse. J'avais été prise en flagrant délit d'illégalité, et j'étais sur le point de l'entraîner dans ma chute. Elle est folle, a hurlé Ethan, d'une voix suraiguë et paniquée. Je ne la connais pas. Je le jure, officier, je ne la connais pas. Il a reculé si vite, qu'il a trébuché sur ses propres pieds. Le latte venti Starbucks qu'il tenait à la main. Un macchiato au caramel glacé à 7 € s'est envolé. Splash. Le gobelet en plastique a percuté le sol. Le café, le lait, et les glaçons ont explosé sur le carrelage immaculé de la file prioritaire, éclaboussant le sac Louis Vuitton de ma mère. Ethan, a crié maman, mais elle ne regardait pas le gâchis. Elle regardait les policiers qui m'entouraient désormais. Elle a attrapé le bras de papa et l'a tiré en arrière. Franck, ne regarde pas. Elle doit avoir une bombe ou de la drogue. Oh, mon Dieu, le scandale. Je me tenais au centre de la tempête. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bronché. J'ai gardé les mains visibles, posées sur le pupitre, parfaitement calme. J'étais l'œil de l'ouragan. Les officiers armés ont formé un périmètre autour de moi, tourné vers l'extérieur, repoussant la foule pour créer une zone tampon de 6 mètres. Ils ne m'arrêtaient pas. Ils sécurisaient la cible. Puis, la foule s'est écartée. Un homme a traversé le chaos. Il était massif, et portait une chemise blanche, avec 3 barrettes dorées sur les épaulettes. Le superviseur principal de la TSA. Il avançait avec une détermination qui a réduit la pièce au silence. Il est passé droit devant l'agent tremblant au pupitre. Il est passé droit devant les gardes armés. Il s'est arrêté à 60 cm de moi. Le terminal est devenu mortellement silencieux. Même les bébés en pleurs ont semblé retenir leur souffle. Ethan était pressé contre la vitre, la bouche grande ouverte, attendant de me voir plaqué au sol, et me noter. Le superviseur a regardé l'écran. Il a regardé ma carte d'identité. Puis, il m'a regardé. Il a vu la posture. Il a vu les yeux. Il a reconnu l'autorité qui transcende les vêtements. Il a fait claquer ses talons l'un contre l'autre. Le son a résonné comme un coup de feu. Il s'est redressé de toute sa hauteur, a redressé les épaules, et a porté sa main droite à son front, dans un salut militaire parfait et impeccable. « Bonjour, colonel Holdan », a-t-il tonné, sa voix portant jusqu'au chevron. « Nous n'étions pas informés de votre plan de vol, madame. Toutes mes excuses pour l'attente. » Le silence qui a suivi était assez lourd pour écraser un char d'assaut. « Colonel », ai-je entendu mon père murmurer. C'était un son faible, étouffé. J'ai lentement rendu le salut, fendant l'air avec précision. « Repos, superviseur. »« Merci, madame. » Il a abaissé sa main, mais a conservé sa posture respectueuse. « Nous avons déclenché le protocole VIP. Nous avons un véhicule de transport sécurisé qui vous attend sur le tarmac, pour vous emmener vers le secteur militaire. Vous n'aurez pas besoin de patienter dans cette file civile. » Il a fait un geste dédaigneux en direction de la file d'embarquement général. Et puis, avec encore plus de dédain, vers la file prioritaire, où ma famille se tenait figée. J'ai récupéré ma carte CAC et l'ai glissée dans mon portefeuille. « Merci », ai-je répondu froidement. « J'apprécie votre efficacité. » J'ai tourné la tête lentement, vers la gauche. La scène dans la file prioritaire était un chef-d'œuvre de dévastation. Ethan se tenait debout, dans une flaque de café renversée. Ses chaussures de marque étaient trempées de lait collant. Ses lunettes de soleil pendaient de travers à son col de chemise. Son visage était un masque de choc absolu et non dissimulé. Il me regardait, puis le superviseur, puis à nouveau moi. Son cerveau tentait de traiter l'impossibilité de ce qu'il était en train de voir. Maman serrait son sac à main contre sa poitrine, les yeux écarquillés et terrifiés. On aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Pour la première fois de sa vie, elle avait l'air minuscule. Papa se contentait de fixer le vide, la bouche s'ouvrant et se fermant, comme un poisson hors de l'eau. J'ai accroché le regard d'Ethan. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé.
Je l'ai regardé avec le détachement froid et professionnel, d'un officier commandant observant des latrines mal entretenues. « Tu as raté une tâche », ai-je lancé, en désignant d'un mouvement de tête la flaque de café à ses pieds. Puis je me suis retourné vers le superviseur. « Sortez-moi d'ici », ai-je ordonné. « J'ai un avion à prendre. »« Oui, colonel. »« Par ici. »« Ouvrez le passage », a crié le superviseur à la foule. La mer humaine s'est séparée instantanément. Les gardes armés se sont mis en formation, me flanquant de chaque côté. J'ai saisi la poignée de mon sac de sport cabossé. Je me suis tenu bien droite. J'ai avancé. Je suis passé devant les touristes bouche bée. Je suis passé devant les agents de la TSA stupéfaits. Et je suis passé juste devant la paroi de verre qui me séparait de ma famille. Je n'ai pas jeté un regard en arrière. Je ne leur ai pas fait de signe d'adieu. Je les ai laissés plantés là, au milieu des ruines de leurs propres préjugés. 3 petites figures insignifiantes, noyées dans une flaque de la renversée. Tandis que moi, je marchais vers le tarmac. Là où résidait le vrai pouvoir. Alors que les portes automatiques s'ouvraient en glissant, me frappant avec l'odeur du carburant d'avion et de la liberté, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis 20 ans. Le fantôme avait disparu. La domestique avait disparu. La colonelle était arrivée. Pour la plupart des gens, l'intérieur d'un CE-17 Globemaster est un cauchemar. C'est un tube de métal caverneux, sans fenêtre, qui sent le fluide hydraulique, la toile non lavée, et le carburant d'avion. Il n'a pas de siège en cuir inclinable, pas de service de serviettes chaudes, ni de menu proposant des options de champagne. Il hurle, vibre et tremble avec la puissance brute de 4 immenses moteurs à réaction. Pour moi, c'était un sanctuaire. J'étais assise sur un siège en filet de nylon rouge, sanglé contre la paroi du fuselage. En face de moi se trouvait une palette de fournitures d'aide humanitaire, destinée au Pacifique. Mes jambes étaient allongées, mes bottes reposant sur le sol en tôle l'armée. Un jeune chef de chargement, un gamin d'à peine 22 ans, avec un sourire qui m'a rappelé mes premières années de service, est passé par là. Il m'a tendu un petit gobelet en plastique, et une bouteille miniature de Jim Beam. Les compliments du cockpit, colonel, a-t-il crié, par-dessus le rugissement des moteurs. Le pilote a dit, merci pour la compagnie. Merci, sergent, ai-je crié en retour, brisant le seau de la bouteille de bourbon. J'ai versé le liquide ambré dans le gobelet, et j'ai pris une gorgée lente. Ça a brûlé agréablement en descendant. Un feu réconfortant pour chasser le froid glacial du terminal de l'aéroport. Je n'étais pas coincé dans un siège du milieu, à côté de toilettes. Je n'écoutais pas ma mère se plaindre de l'espace pour les jambes. Je volais dans un appareil de plusieurs millions d'euros, traité avec une dignité absolue. J'ai fouillé dans ma poche, et j'ai sorti mon téléphone. Nous avions atteint l'altitude de croisière, et le signal Wi-Fi du satellite militaire à bord était excellent. J'ai allumé l'écran. Mes notifications ne se sont pas contentées de tinter. Le téléphone a vibré si fort dans ma main, que j'ai cru qu'il faisait une crise d'épilepsie. J'avais manqué 40 appels. Il y avait des centaines de SMS. Et mes applications de réseaux sociaux, d'ordinaire si calmes, étaient en train d'exploser. J'ai ouvert TikTok en premier. Je n'ai même pas eu besoin de chercher. L'algorithme le savait. La toute première vidéo sur ma page pour toi, était un clip vertical tremblant, filmé par quelqu'un se tenant dans la file d'embarquement général de LAX. La légende disait, POV, tu essaies de faire honte à une fille en sweat à capuche, et tu découvres qu'elle dirige toute l'armée. Karma. Respect militaire. Karen Fafa. J'ai appuyé sur lecture. J'ai regardé la scène se dérouler, depuis le point de vue d'un inconnu. J'ai vu l'arrière de ma propre tête. J'ai vu Ethan s'appuyer contre la vitre, rire, et me pointer du doigt. J'ai entendu sa voix, claire comme le jour, le fond du bus n'attend personne. Ensuite, la caméra a zoomé sur ma mère, la capturant en train de cacher son visage, et de dire à papa de m'ignorer. La personne qui filmait avait ajouté un texte superposé, regardez cette arrogance. Puis, est venu l'apogée. Le bip. Les lumières rouges. Le code rouge clignotant sur l'écran. Le salut militaire. La personne qui filmait avait parfaitement zoomé sur le visage d'Ethan, au moment exact où le superviseur de la TSA m'avait salué. C'était un chef-d'œuvre de timing comique.
On pouvait réellement identifier la seconde où son âme avait quitté son corps, alors qu'il laissait tomber son gobelet Starbucks. La vidéo était en ligne depuis 2 heures. Elle comptabilisait 5,2 millions de vues. J'ai fait défiler jusqu'aux commentaires. Il y en avait 30 000. Vous avez vu sa tête? Le mec a lâché son latte comme si c'était une patate chaude. La façon dont ce superviseur s'est mis au garde à vous. Des frissons. Cette fille n'est pas juste un soldat, c'est une bosse. La mère qui essaie de se cacher. Madame, on te voit. On voit ton sac Louis Vuitton et ton attitude de bas étage. Je suis vétéran de l'armée de l'air. C'est un colonel à part entière. Vous savez à quel point c'est difficile pour une femme d'atteindre ce grade? Et son frère l'a traité comme une clocharde. Dégoûtant. J'ai pris une autre gorgée de bourbon, un petit sourire jouant sur mes lèvres. Mais les détectives d'Internet n'en avaient pas fini. Ils ne le sont jamais. Dans les vidéos de réponse, quelqu'un avait déjà retrouvé la trace d'Ethan. Mise à jour sur le Gaolat, avait posté un utilisateur se nommant enquêteur du web. Il s'appelle Ethan Holdan. Il prétend être un magnate de l'immobilier à Bakersfield. J'ai cherché sa société. C'est une société écran, pour une arnaque pyramidale en crypto. Il a 3 procès en cours pour des factures d'entrepreneurs impayées. De plus, ces investisseurs sont principalement constitués du fonds de retraite de ses parents. J'ai basculé sur Yelp. J'ai cherché Holdan Realty Group. Avant aujourd'hui, Ethan avait une note de 4,5 étoiles, provenant en grande partie de faux comptes qu'il avait lui-même créés. Maintenant, ce n'était plus qu'un champ de ruines, affichant une seule et solide étoile. Le propriétaire hurle sur les vétérans dans les aéroports. Ne confiez pas votre argent à cet homme. Escroc, menteur, irrespectueux. S'il traite sa propre sœur comme ça, imaginez comment il traite ses locataires. Sa marque. La seule chose qu'Ethan chérissait plus que l'oxygène, venait d'être incinérée. Il était cancellé. En l'espace d'un vol de 2 heures, son image de garçon parfait avait été traînée dans la boue numérique, piétinée, et incendiée. Mon téléphone a vibré à nouveau. Les SMS pleuvaient comme des tirs de mortier. J'ai ouvert la discussion avec maman. Olive, qu'as-tu fait? Les gens nous dévisagent dans la cabine de première classe. L'hôtesse de l'air chuchotait à notre sujet. Pourquoi ne leur as-tu pas dit de nous surclasser? Tu as un avion privé. Tu as laissé ta mère se faire humilier. Je l'ai fait défiler. Pas un mot sur mon grade. Pas un mot sur les excuses que je méritais. Juste plus d'exigence. Toujours plus de moi. Puis, le message d'Ethan. Retire ça tout de suite. Olive, je suis sérieux. Appelle tes amis de la TSA. Dis-leur de supprimer la vidéo. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Les investisseurs se retirent. Tu es en train de ruiner ma vie. Je vais te faire un procès. Tu m'as piégé. Tu as porté ce souhait express. Réponds-moi. Espèce de... Je n'ai pas lu la suite. Tu as porté ce souhait exprès. Il avait raison. C'était vrai. Mais pas pour tendre un piège. Je le portais parce qu'il était confortable. C'était lui qui avait construit ce piège, avec sa propre arrogance. Je l'avais simplement laissé marcher dedans. J'ai regardé par le petit hublot. En dessous de moi, l'océan Pacifique était une vaste et interminable étendue bleue. Nous approchions d'Hawaï. Les îles étaient là, quelque part, à m'attendre. J'ai regardé le téléphone une dernière fois. Ethan écrivait à nouveau. Les petites bulles dansaient, promettant plus de venin, plus d'excuses, plus de manipulation. Je ne l'ai pas bloqué. Le bloquer aurait été une réaction. Cela aurait montré de l'émotion. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation sur le côté du téléphone. Je l'ai maintenu enfoncé. Glisser pour éteindre. J'ai glissé mon pouce sur l'écran. Le chaos numérique, les SMS hurlants, la célébrité virale, le drame familial. Tout cela a tourbillonné en un minuscule point blanc, au centre du verre noir, puis a disparu. L'écran s'est éteint. J'ai balancé le téléphone dans mon sac de sport, et j'ai fermé la fermeture éclair. J'ai pris la dernière gorgée de mon bourbon, sentant la chaleur se répandre dans ma poitrine.
Le bruit des moteurs était fort, assourdissant même. Mais dans ma tête, ils n'avaient jamais été aussi silencieux. Ils étaient dans un tube de métal quelque part derrière moi, pris au piège avec leur colère et leur monde qui rétrécissait. Moi, je volais vers l'avant. Vers le soleil. J'ai fermé les yeux, et j'ai appuyé ma tête en arrière contre le filet de cargaison. J'ai dormi profondément, pendant le reste du vol. Le premier sommeil sans rêve dont j'avais profité depuis des années. Le soleil entamait sa lente descente dorée dans l'océan Pacifique, peignant le ciel au-dessus de Waikiki de nuances meurtries de violet et d'orange brûlé. J'étais assise à une table haute dans un bar en plein air, le genre d'endroit où le sol est fait de sable, et où un type dans le coin joue une reprise de Over the Rainbow à la guitare Slack Key. Devant moi trônait un métail. C'était le genre coûteux, du jus d'ananas frais, du rhum brun flottant sur le dessus, un quartier de citron vert sur le bord, et un petit parapluie en papier qui valsait dans les alizés. C'était le premier verre que j'avais commandé en 20 ans, sans me sentir coupable de l'avoir acheté. J'en ai pris une gorgée, laissant la douceur se mêler au mordant de l'alcool. J'ai fermé les yeux, écoutant le fracas rythmique des vagues à seulement 40 mètres de là. Pour la première fois depuis que j'avais embarqué dans ce CE-17, mon téléphone était allumé, mais il était en mode silencieux. Je n'avais pas vérifié mes SMS. Je n'avais pas vérifié mes emails. Je me contentais d'exister. La voilà. Je vous avais bien dit qu'elle serait à l'endroit le plus cher. La voix a tranché la brise hawaïenne comme une tronçonneuse. Mon estomac s'est noué. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir de qui il s'agissait. Le gémissement, le sentiment d'avoir tous les droits, le désespoir. Ce ne pouvait être qu'Ethan. J'ai ouvert les yeux en soupirant, et j'ai posé mon verre sur le sous-boc. Ils ont marché à travers le sable, telle une armée d'invasion dysfonctionnelle. Ethan menait la charge, vêtu d'une chemise à fleurs qui portait encore les plis de l'emballage. Derrière lui, maman et papa se traînaient dans le sable en chaussures de ville, l'air transpirant, misérable, et complètement déplacé au paradis. Mais Ethan ne se contentait pas de marcher vers moi. Il marchait le bras tendu, tenant un trépied sur lequel était fixé son iPhone. L'anneau lumineux était allumé. Il diffusait en direct. « Les gars, regardez !» a crié Ethan à l'écran de son téléphone, affichant un sourire maniaque et terrifiant. Je l'ai trouvé. La sœur prodige. Nous sommes tous là. La réunion de famille des Holden a lieu en direct. Il a atteint ma table, et m'a collé la caméra au visage. Dis bonjour au stream, Olive, a-t-il sifflé entre ses dents. Ses yeux me suppliaient de jouer le jeu. Dis à tout le monde que tout va bien. Dis-leur que c'était juste un grand malentendu. Je l'ai regardé. J'ai regardé les cernes sous ses yeux, le désespoir dans sa sueur. Il était en train de se noyer. Internet avait détruit sa réputation, son entreprise et son ego. Et maintenant, il essayait de m'utiliser comme canot de sauvetage. Maman et papa ont tiré des chaises, sans rien demander. Ils se sont assis lourdement. Papa a immédiatement fait signe à un serveur de venir. Nous prendrons une bouteille de votre meilleur chardonnay, a commandé papa, en bombant le torse. Et 3 commandes de queue de homard et de filet mignon terre et mer. Les grandes portions. Il m'a regardé, et a fait un clin d'œil. On célèbre ça, n'est-ce pas, Olive? La famille est de nouveau réunie. Il pensait honnêtement que rien n'avait changé. Il pensait que, parce que j'étais assise là, le distributeur de billets était ouvert. Il pensait pouvoir commander pour 200 € de nourriture, me faire payer, et ensuite utiliser mon visage sur un live stream, pour réhabiliter leur image. Olive, a glissé maman, en tendant la main par-dessus la table pour attraper la mienne. Sa paume était moite. Ton frère était tellement inquiet. Regarde-le, il a pleuré toute la journée. Il sait qu'il a fait une erreur à l'aéroport, mais nous sommes une famille. Le sang est plus épais que l'eau, n'est-ce pas? Tu ne peux pas simplement nous jeter aux oubliettes pour un stupide malentendu. Ethan a rapproché la caméra, nous cadrant en plan serré. Il a adopté une expression sombre et tragique pour son public. Je suis tellement désolé, Frangine, a-t-il dit, la voix tremblante avec une théâtralité bien rodée. Je t'aime. Nous t'aimons tous. S'il te plaît, dis simplement à tout le monde que tu me pardonnes. Dis-leur d'arrêter la haine. Nous sommes de la même famille. J'ai regardé le chat qui défilait rapidement sur son écran. J'ai vu les commentaires passer, elle a l'air d'en avoir marre de toi,
mon frère. C'est la mère? Elle a l'air fausse. Ne le faites pas, colonel. J'ai lentement retiré ma main de l'emprise de ma mère. J'ai pris ma serviette, et j'ai essuyé l'endroit qu'elle avait touché. Le sang est plus épais que l'eau, ai-je doucement répété. Exactement, a rayonné papa, en rentrant une serviette dans le col de sa chemise. Ça c'est ma fille. Mais la citation complète, ai-je continué, la voix se durcissant, est, le sang du pacte est plus épais que l'eau de l'utérus. Cela signifie que les liens que nous choisissons, sont plus forts que ceux dont nous héritons. Le sourire s'est figé sur le visage de papa. L'œil d'Ethan a tremblé. Olive, ne commence pas, a averti maman, sa voix descendant vers ce chuchotement dangereux. Pas devant la caméra. Ne sois pas égoïste. Je me suis levé. Je les dominais. Pendant des années, je m'étais faite petite, pour qu'ils puissent se sentir grands. J'avais courbé les épaules, porté des vêtements amples, et gardé la bouche fermée. Mais maintenant, debout dans la lueur du coucher de soleil, je me tenais de toute ma hauteur. J'ai regardé directement dans l'objectif de l'iPhone d'Ethan. Je ne l'ai pas regardé, lui. J'ai regardé les milliers d'inconnus qui assistaient à ce naufrage. Vous voulez la vérité, ai-je demandé à la caméra. Olive, non, a paniqué Ethan, essayant de retirer le téléphone. Mais il était trop lent. Ces personnes, ai-je dit, en montrant les 3 figures pétrifiées à table, ne sont pas ma famille. Ils partagent mon ADN. Oui. Mais un ver solitaire partage votre ADN, une fois qu'il est à l'intérieur de vous. Cela n'en fait pas de la famille. Olive, a hurlé maman, regardant autour d'elle pour voir si d'autres dîneurs nous observaient. Je me suis penché plus près de l'objectif, la voix calme, froide et définitive. Vous êtes des parasites, ai-je lâché. Vous vous êtes nourris de mon argent, de mon énergie, et de mon estime de moi pendant 20 ans. Vous pensiez que j'étais un hôte qui ne s'assécherait jamais. Mais l'hôte est mort. Et les parasites vont devoir apprendre à survivre par eux-mêmes. Espèce de petite ingrate, a balbutié papa, le visage virant au violet. Le homard a l'air délicieux, ai-je déclaré, en regardant le serveur qui approchait avec le seau à vin. J'espère que vous l'apprécierez. J'ai glissé la main dans la poche arrière de mon jean. J'ai sorti mon portefeuille. Ce même portefeuille noir qui contenait la carte qui m'avait rendu libre. Je l'ai ouvert, et j'en ai sorti un unique billet de 20 €, tout neuf. J'ai claqué le billet sur la table. Il a atterri juste devant Ethan. C'est pour mon métail, ai-je dit. Et un généreux pourboire pour le serveur. Attends, tu ne paies pas le dîner, a haleté maman, les yeux exorbités. C'est un repas à 300 €. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Je sais, ai-je répondu. Il va falloir commencer à faire la plonge. Olive, tu ne peux pas partir, a crié Ethan en m'attrapant le bras. Le stream tourne toujours. Tu ruines tout. J'ai regardé sa main sur mon bras. Puis j'ai regardé ses yeux. Touche-moi encore une fois, ai-je dit doucement. Et tu vas découvrir exactement ce qu'ils nous apprennent, lors des entraînements de combat au corps à corps. Ethan a retiré sa main d'un coup sec, comme s'il avait touché une plaque chauffante. Je me suis retourné. Le soleil glissait juste en dessous de l'horizon, projetant un ultime éclat de lumière verte sur l'eau. L'air sentait le sel, et la liberté. J'ai commencé à marcher. Mes bottes s'enfonçaient légèrement dans le sable doux, mais je ne me sentais pas lourde. Je me sentais en apesanteur. Derrière moi, je pouvais entendre le chaos éclater. J'entendais maman crier au serveur qu'il ne voulait pas du vin. J'entendais papa hurler à Ethan d'éteindre la caméra. J'entendais Ethan sangloter, de vraies larmes cette fois, suppliant ses abonnés de revenir. Je n'ai pas tourné la tête, pas d'un centimètre. J'ai marché vers l'eau, où les vagues lavaient le sable, effaçant les empreintes de tout ce qui était venu avant. J'ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons de l'air du Pacifique. J'étais seul. Je n'avais pas de famille chez qui rentrer pour Noël. Je n'avais personne à qui acheter des cadeaux. Je n'avais personne à appeler à mon atterrissage. Et, c'était le plus beau sentiment du monde. J'étais Olive Holden. Et pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Tourner le dos à ma famille à Hawaï a été la mission la plus difficile que j'ai jamais exécutée. Mais ce fut aussi la plus nécessaire. À travers ce parcours,
j'ai appris une leçon que je veux vous transmettre, vous enseigner aux gens, comment vous traiter. Pendant des années, j'ai accepté leurs miettes, parce que je pensais que c'était tout ce que je valais. Mais à l'instant où j'ai pris conscience de ma propre valeur, leur pouvoir sur moi s'est volatilisé. S'il vous plaît, rappelez-vous que poser des limites n'est pas un acte de haine. C'est le plus grand acte de respect de soi. Vous êtes l'officier commandant de votre propre vie. Ne laissez personne, pas même ceux de votre propre sang, vous rétrograder à un rang de subalterne, dans votre propre histoire. Maintenant, je veux vous entendre. Combien d'entre vous s'accrochent à une relation toxique juste à cause du passé ou de l'obligation, même si elle vous draine chaque jour? Si mon histoire vous a donné la moindre étincelle de courage, pour enfin vous défendre, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Cela aidera ce message à atteindre d'autres personnes qui souffrent en silence. Et si vous êtes prêt à cesser d'être la souris, et à enfin vous choisir vous-même, je veux que vous écriviez un mot dans les commentaires, liberté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, pour d'autres histoires de justice et de vérité. On se voit pour la prochaine mission. Rompez.